Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Letour, c'est moi. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'engagement idéologique. Je suis donc accompagnée de 4 nouvelles personnes. Laura, qui est au bureau de l'ARC, l'association LGBTQI+, de Corse, qui nous parlera de son engagement pour la PMA pour toutes. Audrey, engagée à Bordeaux dans l'association Nous Toutes 33 contre les violences faites aux femmes. Anaïs, qui est l'une des organisatrices des manifestations I Was Corsica et qui a créé l'association Citelinzerg pour ouvrir la parole aux personnes victimes de viols en Corse. Et enfin, Frédéric, papa d'une petite fille de 2 ans, qui a milité et co-réalisé la tribune pour l'allongement des congés paternité. Cet épisode est un peu spécial car nous abordons des sujets polémiques et nous prenons parti sur certains points. Les intervenants vont parler chacun leur tour de leur engagement, puis de leur société idéale. Donc, moi, je m'appelle Laure, je suis au bureau de l'ARC. Je suis aussi dans le mouvement I Was Corsica et j'ai écrit une tribune pour la PMA pour toutes. Mais moi, je suis, je suis féministe depuis très longtemps. J'ai toujours été féministe. J'avais dans ma famille des femmes féministes, donc j'ai jamais eu de souci à me qualifier de féministe. C'est pas un gros mot. Et après, depuis les réseaux sociaux, moi, j'y suis depuis longtemps, 2009 à peu près, et j'ai toujours suivi des comptes et des blogs, à l'époque des blogs, de militantes féministes. Donc, j'ai appris plein de choses, j'ai lu plein de choses, j'ai fait un petit peu des études de genre en anthropologie à la fac. Donc, c'est des sujets qui m'ont toujours plu et globalement, c'est pas spécialement le féminisme, c'est l'égalité entre les êtres vivants. Donc moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en psychologie sur Aix-en-Provence et sur Bastia en même temps. Je suis féministe, engagée et militante depuis peu, mais on essaye. J'essaye de combattre au quotidien tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, au sexisme, etc. Donc avec mes collègues du coup. Et en même temps de faire mes études. Ok, alors du coup je m'appelle Audrey, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po. Mes idéaux, disons que je vise à une société égalitaire pour les hommes et les femmes, etc. Du coup, étant dans les sciences politiques, Sciences Po quoi. J'ai envie de travailler dans les droits de l'homme et je fais mon mémoire sur le viol de guerre dans les conflits de l'ex-Yougoslavie. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est assez dur, mais c'est vraiment un sujet intéressant et je trouve, on est dans une société qui a du mal à se définir sur l'identité. Et donc, du coup, c'est vraiment important. Toutes ces questions, je pense, vont faire le 21e siècle. Après, oui, voilà, je suis pas forcément une militante de grande haleine puisque je suis engagée que depuis avril 2020, donc ça fait même pas un an. Ouais, et du coup on a repris avec 2 autres filles l'antenne tout à Bordeaux qui était un peu morte jusqu'à septembre. Et du coup on essaye de faire quelque chose avec ça, même si avec les confinements c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je m'appelle Fred, j'ai 32 ans cette année. Je suis papa d'une petite fille qui a maintenant 2 ans et demi et j'ai eu la chance au moment de sa naissance de pouvoir profiter d'elle pendant plusieurs mois, plus que la plupart des papas en France actuellement, puisque j'ai pu être avec elle pendant 5 mois avant de reprendre le travail et ensuite reprendre le travail à mi-temps pendant 1 an. Ce qui fait que je me sens privilégié par rapport à bon nombre de pères en France qui aimeraient et souhaiteraient faire la même chose et qui sont souvent, alors c'est pas souvent, mais la plupart du temps, freinés par leur employeur, par les contraintes administratives, les contraintes financières. Et ce qui fait aujourd'hui, et ce qui a fait que je me suis engagé pour l'allongement du congé paternité, c'est que si un jour j'ai un 2e enfant, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas parce que la première fois, elle a été faite dans une situation
qui est celle-ci, c'est que j'avais eu un accident de travail à l'hôpital, parce que je travaillais à l'hôpital, et je ne pouvais pas reprendre le travail immédiatement. Donc, en fait, dans une situation embêtante de maladie, j'ai pu profiter de ma fille à ce moment-là. Et je me dis, demain, si ma femme est de nouveau enceinte, je ne pourrai pas faire ça. Ce serait impossible, à moins qu'il m'arrive une deuxième chose, un deuxième accident, mais ça, je le souhaite pas. Mais voilà. Mais dans la démarche, c'est là où je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, je suis Instagrammeur, si on peut appeler ça comme ça, influenceur sur Instagram. Et alors, j'influence pas pour acheter des produits miracles. J'influence sur la parentalité en règle générale, plus particulièrement sur l'allaitement, parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui allaite et que je soutiens dans cette démarche. Et ce qui a fait que je me suis lancé sur Instagram, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans que je suis sur Instagram, j'ai pas une grande longévité, et je me suis dit autant se servir de cette visibilité que j'ai maintenant pour la bonne cause, si on peut appeler ça une bonne cause, que pour moi c'en est une. Et donc avec d'autres papas, il y a eu l'idée d'écrire une tribune et de la publier pour la fête des pères, en tout cas quelques jours avant la fête des pères, pour pouvoir faire réagir notre gouvernement actuel, mais aussi la société en France, pour leur faire voir que, alors certes, c'est peut-être pas le moment idéal pour faire ça, parce que voilà, nous sommes en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire, mais si c'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Il n'y a jamais de bon moment finalement, surtout pour ça. Dans l'idée, bien sûr, c'est une évolution sociale qui est positive. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'imagine et qu'on l'imaginait. Et on ne pensait pas... alors, même si nous avons eu énormément de retours positifs, nous ne pensions pas non plus tomber face à des gens qui seraient complètement contre. Et c'est là qu'il a fallu, sortir les arguments, les bons arguments, des arguments concrets, alors qui ont été principalement appuyés sur le rapport des 1000 jours qui avait été commandé par le président de la République et présidé par Boris Cyrulnik, et qui lui et son groupe comment dire, pas de médecins, enfin si, il y a des médecins, il y a des pédopsychiatres, il y a des psychiatres, il y a des sages-femmes, il y a des gens qui font de la neuroscience, tout ça, ont sorti au mois de septembre le rapport qui, alors à l'intérieur, il fait des centaines de pages, mais à l'intérieur, il préconise pour le papa 9 semaines de congé paternité. Alors nous, on était ravis parce qu'on s'est dit, ah voilà, nous l'objectif était de partir sur 1 mois minimum, mais là, on est en train de nous dire que, enfin en tout cas les sciences en France et dans le monde entier sont en train de nous dire non, vous méritez beaucoup plus, vos enfants méritent beaucoup plus, votre famille mérite beaucoup plus. Et donc nous étions ravis. Alors Laura, d'où part cette tribune pour la PMA pour toutes ? En fait, moi je râle beaucoup sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde. Je me plains beaucoup, je retweete beaucoup, je m'indigne beaucoup. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très pratique pour ça, hein, il faut dire la vérité. Donc après, j'étais allée je suis souvent allée à des manifs, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir plus de liberté d'expression, en tout cas sur les réseaux sociaux, et d'y apprendre plus de choses. Et donc, c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée à faire la tribune pour la PMA. Et que je me suis retrouvée comme ça à faire Ayahuasca Corsica aussi. Mais la tribune pour la PMA, oui, je râlais du non-vote de nos chers députés qui déjà au moment de l'élection, ils s'étaient pas prononcés sur tout ce qui était sujet un peu progressiste ou plus généraux, par exemple au niveau national, par exemple la loi travail, le mariage pour tous, etc. Ils se prononçaient pas du tout là-dessus. Il se prononçait que sur les droits des prisonniers, le rapprochement des prisonniers, la langue corse, les choses comme ça qui sont très quand même locales, même si c'est super important et moi je suis à fond derrière eux pour ça. Mais il parlait pas du tout des sujets comme ça un peu qui peuvent fâcher peut-être une partie de leur électorat. Et donc je les avais déjà interpellés à l'époque, et ils n'avaient pas répondu. Et après leur première abstention, parce qu'ils se sont abstenus, il y avait marqué abstention à côté de leur nom.
pour la PMA et donc du coup j'avais râlé. Et je savais que ça devait repasser à l'Assemblée. Quelqu'un m'a dit « Ah, mais je vais t'organiser un rendez-vous avec Paul-André Colombagne parce que ça l'intéresse, il voudrait t'entendre, etc. » Donc, à ce moment-là, j'ai contacté l'ARC que je suivais depuis le début, qui avait juste quelques mois d'existence. Et je connaissais François et je connaissais Sérène qui travaillaient. Et donc, du coup, je leur ai dit « Voilà, il veut me rencontrer. Moi, je voudrais pas... empiéter sur votre terrain non plus, voilà. Ils m'ont dit non mais va au rendez-vous, c'est pas grave. Ils m'ont donné des témoignages de femmes, de couples de femmes lesbiennes qui avaient voulu faire une PMA en Espagne pour expliquer à quel point c'était galère de faire ça à l'étranger. Donc j'y suis allée, j'ai discuté avec M. Colombagne qui était très sympathique, qui m'a dit oui, on n'a pas eu ces débats-là au sein du parti, mais il faut qu'on les ait. Il m'a dit que personnellement il était pour, il est médecin, et je sais que François de l'Arc, donc qui n'est plus à l'Arc maintenant, mais il avait rencontré le député Castellane et qui lui avait dit aussi qu'il était pour la PMA, et donc ça fait 2 sur 3 qui étaient pour, enfin qui disent être pour en tout cas, et donc du coup on nous a conseillé de faire une tribune un peu comme celle contre la mafia, avec des personnalités, etc., qu'on ferait passer dans Corse Matin pour créer un peu un débat citoyen auquel les élus seraient obligés de se mêler. Et le fait est que, en fait, donc on a envoyé des messages à plein de monde. On a eu pas mal de célébrités locales qui ont signé la tribune, qui ont été vachement sympas, qui nous ont dit oui c'est super et tout. Il y avait Marco Biancarelli, Laure Limonge, il y a eu Jérôme Ferrari. On a eu pas mal de monde quand même qui a signé cette tribune, beaucoup d'anonymes aussi. Et des médecins, enfin voilà, plein de monde. Et donc elle est sortie sur Corse Matin en juillet. On l'a renvoyée et on n'a plus de nouvelles. Et ensuite, quelques semaines plus tard, est sortie la contre-tribune. On n'a pas compris. Moi, j'avais même pas vu. C'est des gens qui m'ont envoyé, qui m'ont dit il y a une tribune énigmatique qui est sortie dans Corse Matin. Personne n'a rien compris. Et effectivement, il arrivait une tribune, mais moi, j'ai pas du tout compris ce qu'ils voulaient dans la tribune. Ils disaient pas qu'ils étaient contre la PMA, pour la famille chrétienne, un papa, une maman, etc. C'était pas du tout dit. C'était, en gros, les minorités doivent se taire, enfin, ne doivent pas interpeller les élus. Alors, les minorités, c'est les femmes, c'est quand même la moitié de la population, c'est pas une minorité. Et en fait, il disait qu'on n'avait pas demandé aux élus de voter, que c'était limite antidémocratique, alors que bon, les élus, ils sont là pour qu'on les interpelle justement. Enfin, je veux dire, tout le monde les interpelle, que ce soit les paillotiers, les restaurateurs, tout le monde interpelle les élus pour faire valoir ses droits, et c'est normal, ils sont là pour ça. Et donc cette tribune, on n'a pas. C'était plein de non-dits et en gros, taisez-vous, vous faites du mal au bien commun, en gros. Et on a rigolé parce qu'il y avait à peu près 120 signataires, dont 100 hommes. Donc c'était assez marrant de voir qu'il y avait même pas, ils se sont même pas rendus compte que leur tribune, au final anti-PMA, qui ne s'assumait pas anti-PMA, elle était signée que par des hommes, donc des personnes qui n'étaient pas du tout concernées par la question. Et c'est passé un peu inaperçu sur les réseaux sociaux et globalement c'est passé assez inaperçu. C'était pendant le Covid, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'actualités à ce moment-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de voir cette tribune. Taisez-vous, posez les mauvaises questions. Mais je pense que en plus, moi quand j'ai demandé à des gens de signer la tribune et tout. Je pense que c'est vraiment des sujets qui intéressent les gens parce que ils étaient tous là, oui, on signe, c'est trop bien et tout, c'est super ce que vous faites. On voit que la majorité des gens soutiennent le progressisme en fait. C'est juste qu'il y a, je sais pas, une espèce de noyau qui est un peu réac et qui veut pas qu'on traite de sujets comme le sexisme. Mais c'était cette tribune, moi je l'avais trouvée. Enfin, je m'étais dit, il faudrait qu'il y ait des journalistes ou des sociologues qui se penchent dessus. Moi, j'en avais pas trop parlé à l'époque parce que je voulais pas non plus leur faire de la pub.
parce que ils savaient pas trop d'où elle venait, elle n'était pas soutenue par des associations, donc le truc est passé un peu inaperçu et c'est devenu un petit peu une blague. Les gens l'envoyaient en message privé, enfin, ça les faisait rire, quoi, parce qu'ils disaient, ils osent pas dire qu'ils sont contre la PMA, quoi. Non, mais signé que par des hommes. Donc, bon, moi, j'ai pas voulu en faire tout un foin parce que je me suis dit, bon, les gens dessus qui avaient signé, en plus, c'était même pas des gens spécialement connus ou. Ici, il y avait un député de région parisienne qui l'avait signé, Poupogne, qui est d'origine corse. Et j'ai pas compris pourquoi il avait signé. Après, le problème, c'est que quand on voit des trucs comme ça et qu'on les montre pour se moquer, après, ça leur fait un peu de la visibilité. Et aussi, on se posait la question, notamment à l'ARC, de savoir... en fait, on se disait, les députés nationalistes, les élus nationalistes et le nationalisme en Corse en général, ils veulent pas prendre parti sur des sujets qui peuvent cliver. Et j'en discutais avec une copine qui me disait qu'elle, ça l'avait frappée quand les nationalistes avaient gagné les élections régionales, parce qu'elle était super contente, comme beaucoup de monde, et elle est sortie pour faire la fête. Et elle me disait, mais je voyais des gens faire la fête dans la rue. Il y avait des mecs qui étaient communistes et il y avait des mecs du FN. Et elle disait, il y a vraiment, voilà, leur électorat, en fait, il est hyper vaste. C'est vraiment des Corses qui aiment la Corse, etc. Mais en fait, ils se retrouvent aussi avec un électorat d'extrême droite et un électorat de gauche. Et enfin, ils ont un peu de tout dans leur truc. Et ils veulent pas prendre position parce que je pense, enfin moi c'est mon analyse à moi, je pense qu'ils veulent pas prendre position parce qu'ils veulent pas se couper d'une partie de leur électorat. S'ils se disent pour la PMA, ils ont les mecs d'extrême droite, comme ils ont fait pour l'Aquarius, tous les mecs d'extrême droite qui étaient furax. Et quand ils prennent position, enfin, s'ils prennent position, parce qu'ils n'ont jamais pris de position non plus réactionnaire, mais ils savent que s'ils le font, il y a tout leur électorat, pas nécessairement de gauche, mais plutôt progressiste, qui va dire, bah non, on vote plus pour eux, quoi. C'est des gros réacs. Mais c'est pas tenable leur position. À un moment donné, il va falloir qu'ils prennent une position claire. Et vous avez eu des retours alors des élus ? Ben là, on a quand même eu un retour un peu discret. En fait, il y a Sylvie de l'Arc qui a contacté Gilles Simeoni. Et en fait, à l'époque où il a été élu maire de Bastia, Gilles Simeoni, il lui avait dit que lui marierait des couples gays, ça lui poserait aucun problème, que c'était important le combat pour l'égalité, contre l'homophobie, tout ça. Et là, elle a recontacté en lui disant que bon, bah, la PMA, tout ça, on les entendait pas. Et il lui a dit de contacter je sais pas les noms des postes, mais celle qui est responsable de l'égalité, qui est Lauda Guidicelli. Donc, on va la contacter, on va voir. Mais bon, ça fait un peu, hop, je délègue. Audrey, parle-nous de ton association Nous Toutes 33 et de la manifestation que vous avez faite. Bah alors, du coup, avec Nous Toutes 33, comme je viens de le dire, c'est assez récent. Puisque, en fait, il y avait un collectif, je sais pas, en 2018-2019. Sauf que les filles sont parties à Paris et donc, du coup, elles ont un peu abandonné l'antenne. Et ce qui fait que c'était mort, quoi, pendant quelques temps. Et du coup, moi, l'année dernière, j'étais en Pologne, donc du coup, en Erasmus, et donc du coup, j'étais rentrée, je suis en mode, bon, alors ouais, j'ai envie de m'engager, bon, qu'est-ce que je fais? Et ayant entendu parler de Nous Toutes, je me suis dit, bah, ce serait cool que que je m'engage dans Nous Toutes, sur Bordeaux, voilà, mais sans vraiment trop savoir qu'est-ce qui se passait et tout, donc du coup, je m'étais mis en observateur un petit peu, et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas grand-chose qui se passait. Et donc du coup, certaines personnes avaient créé un groupe WhatsApp pour relancer le truc. Et du coup, je me suis mise dessus. Et puis, chose faisant, j'ai fini par organiser pas mal de trucs. Et on a organisé des réunions au tout début, dans le mois d'octobre, pour justement amasser un maximum de gens. Ensuite, on a fait quelques formations. Et après, avec le confinement, sachant que Nous Toutes, c'est un collectif qui est quand même basé sur l'action et la prévention. Donc, la prévention avec les formations, c'est possible, mais avec tout ce qui est
tout ce qui est manifestation, etc. C'était un petit peu compliqué avec les confinements et puis le couvre-feu à 18h. Hein. Et du coup, on a fait quand même une manifestation le 25 novembre pour le fêter l'anniversaire du 21 novembre, enfin la date, journée des violences sexistes et sexuelles. Et donc du coup, on avait pu organiser ça avec les autres collectifs féministes sur Bordeaux, notamment. Je vais vous en citer quelques-uns histoire que voilà, mais par exemple la Batucada ou la Maison des Femmes ou les Colleuses, etc. Et du coup, ce qui a fait que ça a vraiment permis à nous toutes 33 d'avoir un vrai aura militant qui jusque-là était du coup un peu difficile parce qu'on n'avait pas, on était là en train de se reconstruire, tout coup-ci coup-ça, on n'a pas de locaux, on se connaît pas vraiment à part derrière les cams, et donc du coup c'était un peu compliqué. Et du coup au final, cette manif, on a quand même eu plusieurs centaines de personnes, elle a duré quand même quelques heures. Elle a duré toute la soirée, voire une partie de la nuit, donc c'est pas négligeable. Et du coup, c'était pendant le confinement, donc je trouve que c'était vraiment un bel acte, un bel acte symbolique. Et puis, le 25 novembre, on est 3 dans, on va dire, le bureau. Et sur les 3, on est 2 à avoir eu nos partiels, etc., des examens de concours. Donc, du coup, c'était un petit peu en stand-by, mais on a créé des partenariats avec des femmes qui font des projets professionnels, etc., pour les soutenir. On a organisé quelques formations et puis nous toutes parrainent certaines manifestations, sans les organiser, mais parrainage, etc. Et là, on prépare le 8 mars. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule manifestation. Après, par exemple, il y en a qui en ont fait d'autres, mais c'était pas une manif nous toutes en soi. C'était une manif, mais déjà celle qu'on a fait le 25 novembre, c'était pas une manif nous toutes en soi non plus. C'était plutôt une manif contre les violences sexistes et sexuelles sous l'égide de nous toutes, mais c'était, il y avait il y avait quelques collectifs du coup d'impliqués, etc. Et mais oui, on n'a fait qu'une seule manifestation. Et quel était le but de cette manifestation alors ? Donc en fait, le Nous Toutes National nous avait un peu laissé libre, avait un peu laissé les comités locaux libres un petit peu de faire comme ils pouvaient et comme ils voulaient, parce que du coup, c'était le 25 novembre. L'organisation de ce genre de manifestation prend au moins un mois, voire un mois et demi en avance. Sauf que là, quelques semaines avant, confinement, donc du coup, pas possible de faire quoi que ce soit, de faire ce qui était prévu. Du coup, à Bordeaux, on a eu la chance d'avoir une mairie qui est assez, pas laxiste, mais qui est assez compréhensive niveau manifestation. Mais la première manifestation qui a été faite, c'est donc du coup la manifestation de nous toutes, le 25 novembre, qui était encore, la France était encore à cette époque-là, donc en confinement. Et on a eu une autorisation préfectorale pour cette manifestation. Initialement, on devait rester que devant l'hôtel de ville, mais ça a un peu bougé, inévitablement. Et en fait, alors comment ça s'est organisé, sachant que c'était la manifestation depuis je sais pas combien de temps, on pouvait pas ne pas faire participer les autres collectifs, sachant que nous, tout Bordeaux, était encore, à ce moment-là surtout, assez petit. Et donc du coup, on s'est organisé avec d'autres collectifs pour organiser ça, pour ramasser le plus de monde. Et donc du coup, il y avait donc la Batucada, c'est en fait des musiciennes qui font un maximum de bruit dans la rue avec des batteries, etc., des tambours, et elles chantent et tout. Et donc du coup, ça met grave l'ambiance et ça ramène des gens, par exemple. Et après, il y a eu des journalistes qui sont intervenus lors de la manifestation et qui venaient voir ce qui se passait, etc. Et en amont, il y avait des journalistes qui sont venus chez moi et qui sont venus m'interviewer par rapport justement à cette manifestation qui allait s'organiser. Donc du coup, voilà, on avait quand même une bonne aura médiatique malgré tout. Et on a vraiment eu de la chance dans le sens où ça a été organisé vraiment
de manière éclatée sur tout le territoire. On a pu le faire à Bordeaux, mais par exemple à Lyon, ils n'ont pas pu le faire, à Nantes non plus. Donc du coup, on était plutôt chanceux sur ce coup-là. Et puis, je sais pas, manifestation après classique, tout en violet. Du coup, gros son. Voilà, c'est ça. Au début devant l'hôtel de ville, et puis après, au bout de quelques heures, ça a fini par bouger. Et ce qui était assez notable, d'ailleurs, dans cette manifestation, c'est que il y avait pas mal de mecs. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait plaisir, parce qu'on se dit, ouais, une manifestation pour les droits des femmes ou les violences sexistes et sexuelles, il y a quand même beaucoup de filles. Bon, et là, il y avait vraiment, je sais pas, genre un bon tiers, mais un vrai bon tiers, de mecs. Et donc du coup, c'était vraiment, je sais pas, ça m'avait fait plaisir en mode, je sais pas, ça prouvait pour moi, ça prouvait que ça marchait, parce que du coup, si ça touche pas que les femmes, s'il y a pas que les femmes qui se sentent investies, c'est quand même vachement mieux. Bon, après, sur Bordeaux, il y a un mec qui est hyper impliqué là-dedans. Ben lui, il est archi impliqué, il fait plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment pas un 100% féminin, mais on est bien sur du 85%. Et on se dit que s'il y a que les femmes qui militent pour les droits des femmes, au bout d'un moment, c'est un peu en inertie, quoi. Donc du coup, ça m'avait fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait vraiment. Bon, après, est-ce que c'était le mec qui avait suivi sa go dans la manifestation et qui s'est dit bon, ok, je vais lui faire plaisir. Ça, je sais pas, tu vois. Mais en attendant, il y avait pas mal de gens. Et aussi, il y avait beaucoup de jeunes, disons beaucoup de, 15-25 ans. Mais il y avait pas mal aussi de personnes de plus de 40 ans. Et du coup, mixité de genre et mixité également en âge. Donc c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était assez équilibré, donc c'était assez plaisir. Voilà. Ouais, on a eu des journalistes locaux, je veux dire, sur la Gironde, voire l'Aquitaine, et qui sont venus nous parler, qui sont venus faire, justement prendre en reportage un petit peu cette manifestation un peu exceptionnelle, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, quoi, vraiment dans ce sens-là, de nous toutes, quoi. Et vraiment, ils étaient assez impliqués, c'était assez agréable, ils étaient très ouverts, et c'était ça aussi, ça m'avait fait assez plaisir, parce que parfois on a eu des trolls, par exemple, quand on faisait des formations, etc. Et parfois c'est un peu pénible, on milite pour des droits, quoi. Genre, je veux dire, on milite pas, on n'est pas, j'en sais rien, on n'est pas le front antisémite du coin. Et donc du coup, c'est vraiment chiant d'avoir des trolls comme ça, masculinistes, etc. Et du coup, une petite appréhension de tous les collectifs par rapport aux journalistes. Et finalement, ça a été des gens qui étaient très ouverts d'esprit. Et ceux qui sont venus à la maison et qui m'ont posé des questions, etc. et qui m'ont accompagné à la manifestation, c'était des gens super curieux et tout. Et donc du coup, ils ont vraiment pour moi, ils ont fait un bon taf. Après, je ne suis pas journaliste, mais ouais, il y a eu des retombées en tout cas sur Bordeaux. Et après ça, on a vraiment eu un pic d'adhésion. Je dis adhésion même si elle n'est pas payante, mais on a eu un pic d'adhésion à nous toutes 33. Et donc du coup, ça aussi, ça faisait plaisir. Du coup, cette manifestation a été globalement très positive. Et ça nous a rapprochés des autres collectifs, parce que jusque-là, on n'était pas très crédibles en soi, parce que on était on porte le nom de nous toutes, mais on était assez jeunes. On était là depuis quelques mois. En même temps, on se pose un peu comme leader parce qu'on a un nom. C'était un peu bizarre. Et vraiment, ouais, ça nous a rapprochés des autres, sachant qu'il y a pas mal de gens qui sont à nous toutes, qui sont en fait dans d'autres collectifs. Et donc, du coup, ça nous a rapprochés, et ça a vraiment créé quelque chose. Ça a investi les gens, quoi. C'était pas mal. Anaïs, parle-nous du mouvement I Was Corsica. Qu'est-ce que c'est et d'où est-il parti ? Alors le mouvement, du coup, c'est parti d'un hashtag sur Twitter. Ça a commencé donc début juin, et ça a pris une ampleur assez incroyable du coup en Corse, où il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont commencé à témoigner là-dessus. Et donc du coup, c'est là en fait que ça a créé donc le terme de mouvement. Et donc nous, au début, on s'est un petit peu regroupés. On était beaucoup dans un groupe Twitter, où en fait on voulait simplement s'échanger le nom de nos agresseurs pour savoir un petit peu
à qui on avait affaire, parce que c'est quand même petit, hein, là où on est, donc tout le monde se connaît. Et alors ça a vite dérapé parce qu'il y a eu du coup cette histoire de fausses listes où des gens se sont amusés à mettre des noms d'agresseurs qui étaient totalement faux en fait. Et du coup la liste a un petit peu fuité partout, tout le monde l'avait sur son téléphone, c'était n'importe quoi. Et donc de là on a essayé un petit peu de rattraper le coup en créant un autre groupe avec moins de personnes dedans. On était 7 ou 8 on était. Et là on a eu du coup l'idée de faire donc une marche. Et ça s'est organisé vraiment en très très peu de temps. Hein. On en parlait sur WhatsApp, on disait faudrait faire ça, ce serait bien qu'on le fasse, etc., etc. Donc là, on a vu Anthony Casanova de l'Arc qui nous a dit de foncer quoi, d'y aller le plus vite possible. Donc en une semaine, on a un petit peu organisé tout ça. On a commencé à avoir des journalistes au téléphone qui nous demandaient comment ça allait se passer, ce qu'on allait faire, si ça allait être scandaleux entre guillemets, si ça allait être calme, ce genre de petites questions. On a eu l'autorisation en 48 heures pour la manif, donc ça top, franchement top. Et en fait donc c'était un dimanche et le jour même on s'est retrouvés le matin avec les filles, on a commencé à faire toutes les pancartes, donc en fait on a vraiment préparé tout ça en une journée. Et le jour où on allait au Palais de Justice, on était comme ça. On se disait, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'on va être seul? Vraiment, le gros stress qui commence à monter, quoi. Et au final, on est arrivé là-bas, il y avait déjà des gens. Donc, super top. Il y avait plein de journalistes, des locaux, hein, évidemment. Ça a été super bien encadré. Il n'y a pas eu de débordement. Ça a été hyper pacifiste. Donc, pour ça, franchement, au moins, on ne pourra pas nous le reprocher. Et puis petit à petit, quand on descendait en fait le boulevard, il y avait de plus en plus de gens qui se rajoutaient. On entendait beaucoup plus de voix qui hurlaient, qui criaient. C'était vraiment hyper riche en émotions, quoi. Je veux dire, nous on remarquait pas forcément parce que on était devant, on tenait la grande banderole, donc on remarquait pas forcément, on n'entendait pas. Puis il y avait les journalistes qui nous parlaient en même temps, donc on était un petit peu dans le feu de l'action, quoi. Et à un moment donné, on s'est arrêté pour faire une pause en fait sur la place. Et là, on s'est tourné, on a vu le monde. C'était incroyable. On était, en fait, on savait même pas comment réagir tellement il y avait de gens et puis tout le monde pleurait, tout le monde se prenait dans les bras. Vraiment super incroyable quoi. Et donc après, du coup, on est descendu jusqu'à la préfecture. On a fait un petit discours, pour remercier les gens d'être venus. Leur dire que maintenant qu'on avait commencé, on n'allait pas s'arrêter, quoi, que on allait tout faire pour continuer. Donc il y a plein de gens qui sont venus nous voir juste après pour nous dire faudrait que vous le fassiez à Ajaccio, c'est bien ce que vous faites. On a eu énormément de retours positifs, alors qu'on s'y attendait pas du tout. On s'est dit bon, on est en Corse, on sait comment sont les gens ici. Ils sont pas forcément contre, mais ils sont pas forcément pour. Donc on s'attendait pas. C'est inédit ce genre de manifestation. Il y en a jamais eu d'aussi importante en Corse. Oui, il y en a. Je crois qu'il y en a jamais eu. Donc, ou alors peut-être une ou deux, mais oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant, quoi. On était vraiment, on réalisait pas. Tu sais, quand t'es dans le truc et tout, t'es là, tu te dis qu'est-ce qui se passe, mais t'es dans ton truc, donc. C'est ça, tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient derrière toi et qui te disent bravo, bravo en pleurant. C'est assez incroyable, quoi. Du coup, sur le moment, après à la fin, émotion, donc tout le monde a pleuré. Et en fait, on avait tellement d'adrénaline, on était tellement contentes. On s'est dit bon, il faut qu'on le fasse, qu'on le refasse, quoi. On peut pas. C'est un sujet qui touche évidemment le monde entier, mais bon là, on parlait justement de la Corse. Et ça touchait toute la Corse, donc on ne pouvait pas se contenter de le faire uniquement à Bastia. Du coup, on s'est dit, dans 2 semaines, rendez-vous à Ajaccio, et puis on fait la même, quoi. Et entre-temps, on continue à recevoir des messages, même des fois de jeunes mamans qui nous disaient, moi, j'ai jamais pu parler, et puis grâce à vous, maintenant j'y arrive, j'ai réussi à les porter plainte, j'en ai parlé à mes enfants. Recevoir ce genre de messages, c'est incroyable. On se dit, mon Dieu, on est toute jeune, on a 22 ans, et on arrive à aider les gens en fait, donc c'est tout bénéfique pour eux et pour nous du coup. Donc après on est descendu le faire à Ajaccio. Du coup on a collaboré avec les collages féminicides et Donné-Zouré, on l'a fait à 3 en fait. Du coup il y avait 2 cortèges, il y avait le cortège des collages qui se battaient du coup contre les féminicides et notre cortège à nous en fait. Du coup il y avait
encore plus de monde. Il y avait, je crois, le double de personnes de ce qu'il y avait à Bastia, donc vraiment, vraiment énorme. Et Ajaccio, c'était peut-être un peu plus professionnel, on va dire, dans le sens où on a eu la délégation avec le préfet, du coup. Donc, on a pu rencontrer le préfet. C'était une personne, enfin, un représentant par mouvement. Du coup, moi, j'ai représenté le mouvement IWOS, Laetitia Marot, qu'elle a représenté Donezurele, etc. Et donc, on est arrivé avec notre grande liste de revendications et franchement, c'était super parce que même le préfet lui-même a été super à l'écoute. Donc déjà, super, on était contentes. Il a essayé de mettre en place certaines choses. Par exemple, je crois qu'il m'a dit que c'était à Saint-Denis où il y a des foyers, en fait, pour les auteurs de violences conjugales. C'est-à-dire que la victime n'a pas à partir de son domicile, en fait. C'est l'auteur qui est directement mis à l'écart de son foyer. Et il a essayé de mettre ça en place en Corse. Après, bon, malheureusement, il s'en va. Donc, est-ce que ça va se faire ou pas? Ça, on sait pas. Mais bon, en tout cas, il a essayé, donc c'est déjà bien. Et il s'était engagé à lui-même relancer les plaintes qui avaient été classées sans suite. Donc, en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est que on avait fait un espèce d'appel à témoins. Toutes les personnes qui avaient des affaires classées sans suite nous ont envoyé leur dossier complet, procès verbal, preuves médicales s'il y avait, etc. Enfin, on avait des dossiers gros comme ça, quoi. C'était et du coup, on les a tous envoyés par mail au préfet, qui lui après s'est occupé de relancer. Après, malheureusement, il a pas trop d'impact, donc il pouvait juste se contenter de relancer en fait. Mais bon, il l'a fait et ça, franchement, c'est top parce qu'au moins on est soutenu, quoi. Donc on va pas se plaindre. Et vous n'avez pas eu de retour négatif du coup? J'en ai eu entre guillemets avec la procureure parce que du coup après la manifestation d'Ajaccio, on était allé déposer un dossier de 14 plaintes. Il y avait dedans 9 nouvelles plaintes et 5 plaintes qui avaient été classées sans suite et qu'on voulait relancer. Donc on est allé, on a déposé le dossier. Après, chaque victime a été recontactée individuellement parce que bon, du coup, c'était pas vraiment une plainte collective vu que c'était des agresseurs différents. Et en fait, pendant ce temps-là, avec Lina justement, on a pris rendez-vous avec la procureure. Alors, chose qui est très dure à avoir, un rendez-vous avec la procureure. On l'a eu en 24 heures, donc tout bénef. Sauf que on a vite déchanté quand on est arrivé parce qu'elle a été d'une condescendance sans nom. Donc on est arrivé, on lui a expliqué, on lui a dit voilà, nous on essaye de se battre contre ça, on aimerait que la justice se bouge un petit peu. Bon, on lui a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et en fait, on voulait qu'elle nous explique aussi comment faire les choses. Parce que nous, on est jeunes, on débarque, on n'est pas policier, on n'est pas procureur, on n'est pas avocat, on ne sait pas au final. Donc, on lui a demandé des outils, en fait, pour faire les choses bien. Et en fait, tout ce qu'elle a trouvé à nous répondre, c'est « Non, mais vous faites trop mal les choses, vous êtes trop jeune. » D'accord. Donc, grand moment de gêne. Et le pire, c'est que si elle l'avait dit une fois, mais elle nous a répété ça tout le long du rendez-vous, qui a duré bien 45 minutes. Le pire, c'est que quand on a déposé le dossier, au début, alors c'est vrai que là, pour le coup, on a mal fait les choses parce qu'on n'avait pas donné le numéro et les adresses des victimes, tu vois, parce qu'on ne savait pas. Et en fait, le lendemain, il y a le monsieur Rocque, le capitaine de la police, qui m'appelle et qui me dit, voilà, Madame Maté, il manque les numéros et les adresses, est-ce que vous pouvez passer au commissariat me les donner? Donc, le lendemain matin, moi, j'y vais, je donne tout, je lui donne une feuille avec tous les numéros, toutes les adresses, etc. Donc, ils avaient toutes les données. Et ça, la procureure me dit oui, mais vous n'avez pas donné les éléments manquants quand vous avez donné le dossier. Il n'y avait pas le numéro, il n'y avait pas les adresses, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas cela. Je lui dis oui, on les a donnés. On les a donnés le lendemain matin, donc vous les avez, c'est obligé. Elle continuait non, moi je les ai pas, j'ai rien, ceci, cela. Et en fait, il faut savoir que le jour du rendez-vous, elle a ramené sa sous-procureure, bon, à la rigueur, ok, et une représentante de la Corse-Aven. Et en fait, à ce moment-là, il y a sa sous-procureure qui lui chuchote à l'oreille « Mais madame, les données sont sur votre bureau, je vous les ai déposées ce matin. » Donc là, on s'est retenu de rire, évidemment, parce qu'on s'est dit « Ok, elle se moque de nous. » Et on lui a demandé, on avait ramené un dossier en particulier, c'était un dossier d'une jeune mineure qui avait été violée par un homme majeur, où il y avait les preuves gynécologiques, enfin vraiment examen à fond, il y avait tout. Et il y avait même les aveux du violeur. Donc, pour te dire à quel point il y avait tout dans le dossier. Hein. On lui a ramené, on lui a dit, voilà, pourquoi ce dossier-là a été classé sans suite. On aimerait juste comprendre pourquoi.
elle nous a dit, elle nous a pas dit pourquoi elle avait classé sans suite. Elle nous a juste dit, si vous voulez relancer la plainte, il faut apporter des éléments nouveaux. Elle a dit, madame, vous avez tout sous les yeux. Pourquoi? Non, mais ça ne vous regarde pas. Donc, on était un peu désemparés, quoi. Elle nous a prises de haut tout le long. Et après, je pense qu'elle a commencé à en avoir marre de nous. Donc là, elle a commencé à nous descendre comme jamais. C'est-à-dire que il y a eu, je crois qu'à ce moment-là, oui, moi, je venais de déposer plainte à ce moment-là. Et il faut savoir que le 15 juin, j'avais été auditionnée en tant que coupable par rapport à la fausse liste, du coup, pour propos diffamatoires. Et en fait, on m'avait demandé à cette époque-là si je voulais porter plainte pour viol et j'avais dit non. J'avais dit non parce que je savais qu'on allait faire ce dossier et que je voulais le faire avec les autres filles. Donc, j'ai pas porté plainte à ce moment-là. Et là, elle me l'a répété 6 fois, hein, sans te mentir, 6 fois, en me disant oui, mais le 15 juin, vous n'avez pas voulu porter plainte. Maintenant, vous le faites, avouez que c'est bizarre un peu. Alors, non, madame, c'est pas bizarre, je porte plainte quand je veux. Donc, c'est grave de tenir des propos comme ça venant d'une procureure quand même. Enfin, je veux dire, non, on est ressorti de là. Lynn, elle a fondu en larmes complet. Moi, j'étais comme ça. Enfin, c'était plus jamais, quoi. Horrible. Bah, nous, en soi, on voulait juste avoir des réponses, quoi. Je veux dire, oui, parce qu'on a dit la justice fait mal son travail, quoi. Enfin, en même temps, c'est une réalité. Et après, suite à ça, on a continué quand même à recevoir des messages de jeunes filles, surtout. Des garçons, on en a eu, mais moins. On en a peut-être eu 1 ou 2, mais juste qui nous ont parlé de leur histoire. Mais on a eu beaucoup de filles qui ont voulu nous rencontrer. Et ce qu'on a fait, du coup, à l'époque où les bars, du coup, étaient encore ouverts, on se rencontrait, on prenait un café, c'était vraiment ambiance détente, pas prise de tête, où voilà, tu peux vraiment t'exprimer tranquillement. Et du coup, on voulait un petit peu faire ça aussi au sein de l'association. Enfin, tu sais, créer un petit peu des groupes de parole et tout, parce que vraiment, apparemment, ça a fait du bien. Enfin, toutes les filles qu'on a rencontrées, ça leur a fait énormément de bien. Et du coup, même nous, on a appris d'autres choses, que même on avait des agresseurs en commun avec ces filles-là. Enfin, ils avaient agressé plus de 3 filles. Enfin, il y en a vraiment, ils ont un lot quand même pas mal. Hein, donc, on en a appris, oui, vraiment, on en a appris des vertes, des pas mûres. Et des gens qui sont très connus à Bastia. Tu vois. Donc, ça va de 14 ans à 50 ans. Hein. Au niveau des plaintes, malheureusement, ça n'a pas spécialement avancé. Au début, ils étaient tous pleins d'enthousiasme. Ils étaient, oui, on va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela. Au final, depuis juillet, Lynn, ça a un petit peu avancé. Donc, tant mieux pour elle. Les autres, on ne sait pas du tout parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et bon, moi, ça a été classé sans suite. Je l'ai appris par mon avocate. Ils m'ont même pas appelé. J'étais même pas au courant. Donc voilà. Oui, non mais n'importe quoi. Et puis ça a été classé sans suite. Ils ont même pas pris la peine de convoquer mon agresseur. Hein, donc, mais bon, passons. Et ensuite, vous avez créé l'association Cité Lindbergh. Du coup, on a créé l'association pour justement essayer d'avoir peut-être un peu plus d'impact. Et bon, visiblement, ça on n'a pas eu. C'est vrai qu'on n'a pas trop communiqué dessus, dans le sens où, en fait, à la base, on avait un projet justement pour annoncer aux gens qu'on s'était créé en association. C'est qu'on voulait faire une journée, en fait, par exemple à l'Albour ou au théâtre, ou enfin dans un lieu culturel, pour faire une journée prévention et sensibilisation, tu vois. Donc, c'est-à-dire style conférence, tu vois, avec grand diapo, on expliquait consentement, violence sexuelle, etc. Et à la fin de cette journée, présenter l'association. Chose qui n'a pas pu se faire à cause du confinement. Donc forcément, après, ça a été reporté. Après, Lina est partie sur le continent. Les filles, il y en a qui sont au lycée, il y en a qui sont en fac, donc personne n'a eu le temps. Donc moi, j'avais déjà préparé mon petit diapo et tout. Finalement, il est rangé bien au chaud dans mon ordinateur. Bon, il bouge pas. Mais du coup, on voulait faire ça. Et puis ça n'a pas pu se faire. Donc on s'est dit, bon, on fait quand même l'association. On en parle vite fait sur les réseaux. Et puis après, dès qu'on aura l'occasion de faire quelque chose, on le fera. De toute façon, ça c'est sûr. Fred, alors, parle-nous de cette tribune pour l'allongement du congé paternité. Comment ça s'est passé ? Pour faire un petit peu retour en arrière, quand nous avons publié la tribune, alors voilà, nous avons un groupe de papas qui, comme moi, possèdent une visibilité sur les réseaux sociaux. Alors il y en a qui ont des blogs, d'autres qui ont Instagram, d'autres qui ont Facebook, d'autres qui ont des chaînes YouTube, d'autres qui ont écrit des livres.
d'autres qui font du podcast, et voilà, un petit peu un mélange des genres. Il y a un papa issu d'un couple homoparental. Il y a voilà, c'est assez diversifié, hein. Et on s'est dit voilà, on va écrire et on espère profondément que cette tribune arrive aux oreilles de l'État, jusqu'aux oreilles au moins du ministère de la Santé, hein, parce qu'on se dit voilà, peut-être que ça peut jouer dans la balance, et puis que au milieu de tout ça, quelqu'un aurait envie de trouver une note positive et de faire évoluer les choses. Et bien ça a été chose faite, hein, parce que voilà, ça a fait beaucoup de bruit très rapidement dans les médias. Nous avons été interviewés chacun de notre tour, et à très nombreuses reprises, on se parle, pour tout te dire, on se partageait les interviews, parce que tellement on recevait de sollicitations. Alors ceux qui habitaient Paris pouvaient aller en plateau, et ceux qui habitaient en province comme moi, voilà, ont pu eux répondre aux interviews radio principalement, et aussi écrit dans les journaux. Et c'était très intéressant. Très, très impressionnant, parce que quand on n'a pas l'habitude d'être exposé ainsi, eh bien, il faut connaître son sujet, hein, parce que c'est important. Et puis, le deuxième jour après la publication de la tribune, c'est-à-dire le samedi avant la fête des pères, nous avons reçu un mail du secrétariat du secrétaire d'État chargé de l'enfance, Adrien Taquet, qui nous invite dimanche, donc le jour de la fête des pères, à participer à une réunion ensemble sur le thème, bien sûr, de l'allongement de congé paternité. Alors là, ça fait bizarre, parce que voilà, moi en plus j'étais en vacances, hein, voilà, donc j'étais à Nîmes, j'étais au bord de la piscine, et j'ai fait une réunion avec un secrétaire d'État, quelque chose qui est quand même improbable dans la vie, mais voilà, on a pu, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on se dit, la parole que l'on a peut compter. Et ça, je pense que qu'importe le combat dans lequel on s'initie, c'est valorisant. On va pas se mentir. D'un seul coup, vous êtes dans le bureau du secrétaire d'État. Alors c'est une réunion Zoom, hein, bien sûr. Je précise, parce que nous étions déjà, nous avions déjà vécu la première vague de Covid, et voilà. Alors lui, il est complètement détendu, hein, bien sûr. Je crois même qu'il était en jogging, mais presque. Et nous, chacun dans notre petite pièce, on s'est présenté chacun notre tour, en présentant brièvement ce que l'on faisait, quels étaient nos combats, parce que nos particularités, hein, parce que voilà, chacun a un petit peu son c'est pas sa spécialité, mais en tout cas son mot à dire. Je prends l'exemple de Cédric du compte Pas Patriarcat, qui lui, comme son nom l'indique, voilà, principalement parle de patriarcat, parle de beaucoup de violences éducatives ordinaires, ce qui est très très important. Voilà, moi j'ai parlé d'allaitement, j'ai parlé de dépression postpartum. Ça, c'est des choses que je connais, que je maîtrise, que je peux me permettre d'avancer des arguments sur ce genre de choses. D'autres papas comme Samuel et Gaspard, qui lui a un peu plus de je crois 110 000 abonnés sur Instagram, lui a quitté sa vie d'étudiant pour devenir père au foyer. Donc voilà, chacun a pu partager son expérience. Les notes ont été prises, et de là, alors on a continué encore pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à répondre aux interviews. Et puis on a appris avant tout le monde ce qui allait être annoncé par le président de la République, puisque voilà, on a la chance d'avoir eu l'info en avant-première de cet allongement, donc qui double du double actuel. Alors il y a les réactions positives de la plupart des gens, puisqu'on se dit ça y est, voilà. Alors il y a certains comme Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, qui lui parle de révolution. Moi je suis beaucoup moins enthousiaste, hein, parce que on n'est pas sur une révolution. Non. Une révolution, c'est si on avait eu ces fameuses 9 semaines. Et quels ont été les contre-arguments que vous avez eus ? Alors, il y a l'aspect financier qui, lui, est le premier argument principal. Après, il y a c'est pas le moment, on a autre chose à régler, effectivement. Et puis après, il y a d'autres arguments
alors qui eux sont plus surprenants et qui moi m'ont mis un peu sur les fesses. Et je m'y attendais pas. Eh bien, ces arguments venaient des femmes qui pensent que ça ne sert strictement à rien, parce que les femmes peuvent se débrouiller seules. Ce sont des grandes filles et qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour au quotidien. Alors, je suis pas je suis pas un féministe dans l'âme, mais là c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Parce que quand on se bat depuis des années pour avoir de l'égalité, et puis qu'on entend ça, bon voilà. Et puis l'argument principal des femmes, alors je vais dire des femmes de plus de 50 ans, c'est nous on a fait comme ça et on y arrivait très bien. Oui, avant on pissait au fond du jardin, on n'avait pas de shot dans la maison, on y arrivait très bien aussi, tu vois. Non mais je veux dire, il y a des évolutions où on ferait pas machine en arrière. J'invite les gens à venir voir mon compte Instagram. J'ai mis un court extrait d'un échange avec une auditrice sur RTL. Si je peux rebondir sur l'histoire de la sécurité sociale, je vais vous lire quelque chose qui est sur le site de la sécurité sociale, amélie.fr, et qui dit exactement la durée du congé maternité est fixée par la loi. Elle comprend un congé prénatal, postnatal et peut être adaptée à votre situation familiale, au déroulement de votre grossesse, aux conditions de la naissance et de votre enfant. Le congé maternité vous permet de vous reposer avant l'accouchement et après la naissance. À quel moment une femme aujourd'hui peut-elle me dire qu'elle puisse se reposer toute seule après un accouchement sans la présence de son conjoint après les 11 jours? C'est impossible. Je ne suis pas d'accord avec ça. Annick, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric? Elles sont bien fragiles aujourd'hui, des femmes. Moi qui ai eu 3 enfants, je me suis jamais sentie fatiguée particulièrement pour élever mes enfants. Je les ai tous allaités. J'ai allaité mes 3 enfants. Ouais. J'ai allaité mes 3 enfants. J'ai pas été fatiguée. Les jeunes, je trouve, sont très fatigués en général quand même. Non mais là, l'argument est quand même extraordinaire. J'apporte l'argument de dire que non, il y a un vrai soutien. Il y a un moment où, alors il y a un moment de soutien, il y a un moment où le père, le conjoint, le deuxième parent prend sa place et n'aide pas. Moi, par principe, je n'aime pas le mot aider. Participe, prend sa place, s'inclut, démarre une nouvelle vie, parce que c'est démarrer une nouvelle vie de devenir père, de devenir parent. Et voilà, c'est ce temps-là dont les gens ont besoin. Et d'entendre, de dire que ouais, bon, vous savez, moi, mon père, il était pas là, mais c'est pas pour ça que j'ai pas grandi et que aujourd'hui, je sais pas ce que je suis. Oui, je te dis pas le contraire. J'écoute ton argument, mais avoue quand même que rien qu'en le disant, voilà, t'es pas en accord avec ce que tu dis, parce que t'as manqué de quelque chose. Voilà, quand tu dis que ton père tu le voyais pas assez, mais que t'as bien réussi à vivre comme ça, ouais, mais bon, tu le dis quand même. Donc si tu le dis, c'est que voilà. Quelle est ta société parfaite, Laura? Mais après, ouais, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite pour obtenir l'égalité. C'est vrai que toutes ces lois sont imparfaites, mais bon, à un moment donné, il faut bien avancer. Et je pense que c'est ce qu'on a trouvé j'aime pas le terme, n'existe pas vraiment, mais c'est ce qu'on a trouvé de moins pire pour obtenir, parce que de toute manière, on peut pas rester avec comme on était. Ça n'avance pas, quoi. Donc, Tu voudrais que l'on prenne en exemple d'autres pays pour avancer plus vite vers un monde meilleur? Pour moi, alors on prend souvent en exemple les pays nordiques. Moi, j'y suis allée juste pour voyager, donc je saurais pas dire si c'est si idéal que ça, je ne sais pas. Parce que des fois, on se fait un peu, on dit, par exemple, les Américains, ils disent, regardez, en France, c'est génial et tout, parce que on a quelques trucs mieux qu'eux. Mais en fait, quand tu vis en France, tu te rends compte que bon, c'est pas si parfait que ça quand même. Par exemple, la Sécu, d'accord, c'est bien, mais il y a plein de choses, genre les hôpitaux ont pas assez de moyens, on le sait, quoi. Donc je veux pas idéaliser non plus les pays nordiques, mais pour moi, une société idéale, c'est une société déjà où on mettrait l'humain d'abord, avant le capital, les entreprises, etc. Parce que par exemple, je me suis rendu compte quand il y a eu l'incendie à Notre-Dame, bon, ça n'a pas un grand rapport avec le féminisme, mais tous ces moyens qui ont été levés en l'espace de si peu de temps, voilà, de quelques heures, je me suis dit, à un moment donné, laisser les gens mourir de faim dans la rue, c'est un choix dans ce cas-là.
Parce que je veux dire, c'est moi j'aime l'architecture, j'aime l'histoire, j'aime Notre-Dame, elle est magnifique, mais bon, à un moment donné, faut arrêter. C'est pas, c'est plus important des gens, je trouve. Donc oui, remettre quand même l'être vivant au centre. Et après, ce serait aussi au niveau du féminisme aussi et de la progression de la société, c'est de mettre le choix aussi. Parce que je me rends compte que je suis et les féministes et tout ça, ça se rejoint. C'est une question de choix. Moi, je pense que c'est important. Par exemple, si vous ne voulez pas d'enfants, je pense que c'est important d'avoir le choix de pouvoir aller avorter. Je pense que si on en veut 12 des enfants, on devrait pouvoir avoir le choix de pouvoir en faire 12. Si on veut faire une PMA, on devrait pouvoir avoir la possibilité de faire une PMA. Si on a envie de se marier avec une autre femme ou 2 hommes qui se marient, on devrait pouvoir le faire parce qu'au final, c'est des questions extrêmement personnelles qui ne regardent personne au final. Comment on gère sa famille, comment on décide de mener sa vie. Moi, ce qui me tue, en fait, et ce que je trouve intéressant aussi globalement, philosophiquement, par rapport à cette tribune anti-PMA, etc., c'est que il y en a qui disaient c'est le camp du bien qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une tribune anti-PMA. Mais non, en fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent donner le choix à tout le monde. Moi, personnellement, je veux pas d'enfant du tout, mais j'ai fait la tribune PMA. Donc, voilà. Donc, je pense que il y a d'un côté les gens qui veulent laisser la liberté aux familles et aux individus d'avoir la vie qu'ils veulent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent imposer leur vision à eux. Et ça se retrouve dans tous les sujets philosophiques, par exemple, le droit de mourir dans la dignité, enfin, le droit à l'euthanasie. Vous allez avoir des gens qui vont être contre mais personne les oblige à aller se faire euthanasier, en fait. Ils vont militer contre le fait que nous, on puisse aller se faire euthanasier si on a envie, ou qu'on puisse avoir une PMA si on a envie, ou on puisse avoir une IVG si on a envie. Mais personne ne les force, eux, à avoir une IVG, une PMA ou une euthanasie. C'est 3 sujets différents, mais en même temps, c'est un peu à chaque fois les mêmes qui veulent empêcher d'avoir accès à ces droits-là. Et par exemple, le mariage gay, moi, j'ai complètement halluciné. En plus, j'habite dans un quartier de Paris un peu prout-prout où il y avait toutes les manifs, la manif pour tous qui passaient, et j'hallucinais, mais je me disais, ces gens-là, ils vont dehors pas pour défendre leurs droits, ils vont dehors pour empêcher les gens de mener la vie qu'ils veulent, qui ne va pas du tout impacter leur vie à eux, parce que personne ne va les forcer à se marier avec quelqu'un du même sexe. Donc, moi, c'est ça qui me tue. Je me dis, qu'est-ce que ça peut leur faire? Ça ne leur enlève rien. C'est juste qu'ils veulent imposer leur vision de la famille aux autres. Ils veulent qu'on ait tous la même famille. Et il y a quelques décennies, on disait 99 ans, tout ça, avant, on n'avait pas le droit de divorcer. C'est pas si vieux quand même, le droit au divorce. Et c'était les mêmes qui voulaient empêcher les gens de divorcer, alors que personne ne les force à divorcer. S'ils veulent jamais divorcer, ils ont le droit de jamais divorcer. Quand on voit les politiciens qui étaient contre, qui sont souvent assez conservateurs et tout, c'est les premiers à bénéficier des lois progressistes. Si on réfléchit bien, Sarkozy, qui était contre le mariage pour tous, il a quand même divorcé 2 fois et il a eu des enfants de 3 femmes différentes. Donc c'est un peu, moi je le juge pas du tout là-dessus, mais je trouve ça un peu drôle de se donner une position conservatrice, genre les liens sacrés du mariage, alors que le mec a divorcé 2 fois quand même. Et toi, Anaïs, quelle est ta société idéale? Écoute, que le patriarcat n'existe plus, quoi. Ce serait incroyable que les hommes arrêtent d'agresser les femmes et de les violer. Ce serait déjà pas mal. Mais bon, malheureusement, c'est pas près d'arriver. Mais franchement, dans ma petite tête, tu vois, je suis dans ce monde-là où il n'y a plus de patriarcat. Tout le monde est au même stade. Personne ne viole personne. Personne n'agresse personne. C'est génial, quoi. Mais bon, il y a encore du progrès. Et toi, Audrey? Ma société idéale, vaste question. Je pense que je me suis jamais posé de question, en vrai. Mais après, dans le cadre de ce podcast, c'est évident de dire que ma société idéale, ce serait une société où tout le monde serait égaux. Je veux dire, femmes, hommes, mais aussi jaune, noir, blanc, bleu, martien, je m'en fous, que tout le monde soit égaux. Et
un monde où le développement durable ne serait pas juste un truc qu'on nous rabâche en terminale dans les cours d'histoire géo, mais un vrai truc qui marche et qui n'ait pas tant de disparité entre les plus riches et les plus pauvres, enfin un genre de blabla quoi, et que l'homme soit fondamentalement meilleur aussi. Je sais pas, après c'est très idéaliste et c'est très métaphysique, mais enfin j'aimerais en fait que dans 50 ans, je sais pas, dans 50 ans je suis quand même assez vieille du coup, mais dans 50 ans mes petits enfants elles puissent quand même aller voir des lions en Afrique, enfin que je veux dire qu'il y a encore des lions en Afrique parce que on n'aura pas tout fait brûler. Que si j'ai des petites filles, si elles veulent se faire avorter en Pologne ou en Honduras, qu'elles pourront, qu'il n'y aura pas de souci. Que si qu'en Inde, si une femme est soupçonnée de tromper son mari, elle soit pas lapidée sur le champ sans autre forme de procès. Et genre juste que ce genre de truc soit tellement évident qu'il faut se respecter les uns les autres, la nature, etc., blablabla, que on n'a pas besoin de le dire. Mais ça, je pense que c'est très, très idéaliste. Mais bon, c'est un peu pour ça qu'on s'engage d'un autre côté. Parce que y a beaucoup de gens qui veulent pas s'engager parce qu'ils disent ouais, mais à mon échelle, ça change rien. Bah oui, mais si tout le monde faisait un petit truc pour ce qui lui importait un petit peu, ça changerait plus vite déjà. Et toi, Fred, ta société idéale, ton utopie? Écoute, société idéale, c'est compliqué. J'ai même l'impression que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble tellement c'est difficile. C'est une utopie. Je cherchais le nom. Voilà, une utopie. Alors société idéale. Alors déjà, je pense et j'aimerais que les enfants soient déjà considérés réellement à leur juste valeur et qu'ils représentent une plus-value à notre monde, parce que tout ce que l'on va leur donner, c'est ce qu'ils vont faire d'eux plus tard. J'ai un exemple, tu vois, il y a pas longtemps, je dis à ma fille, tiens, je te donne ce morceau de carton, est-ce que tu peux le mettre dans la poubelle des emballages des recyclables? Elle ouvre la poubelle et elle le jette dans le bon conteneur. Et j'ai regardé ma femme et je me suis dit, à son âge, je n'avais même pas conscience de ça. Une poubelle, c'était une poubelle. Puis même avant, même après, je veux dire, même jusqu'à ce que j'ai 18 ans, que j'ai mon appartement, le tri, je connaissais pas, je connaissais rien. Donc c'est la preuve que tout ce qu'on fait a une importance. Donc, il faut se dire aujourd'hui que le premier exemple de nos enfants, c'est nous. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Il faut les accompagner, les respecter. Et dans une société plus évoluée que la nôtre, eh bien, on accepterait que les parents priorisent leur famille et pas leur travail. Et ça, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. C'est ça, acteur de ses choix, d'avoir la possibilité de toujours pouvoir donner son avis librement, dans le respect, parce que on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on peut savoir les écouter. Moi, il y a plein de choses actuellement dans le débat actuel où j'ai mes opinions, j'écoute, je m'informe. Je peux être d'accord, je peux ne pas être d'accord, je peux avoir ma propre opinion, et c'est pas pour ça que je vais cracher sur les gens qui ont une autre opinion. C'est ça, en fait, il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Et c'est une vraie ouverture aux autres. Savoir comprendre ce qui se passe chez les autres nous aiderait déjà beaucoup au quotidien. Est-ce que vous trouvez ça normal que la justice demande aux victimes de justifier les violences subies ? N'est-ce pas le travail de la justice d'être impartiale et de faire des recherches pour savoir ce qu'il s'est réellement passé sans accabler la victime ? Qu'attend l'État pour mettre en place de vrais moyens pour la prise en charge des victimes ? Qu'attend l'État pour réellement sanctionner tous les coupables ? Pourquoi, même quand toutes les preuves sont là et que le dossier est complet, le dossier est classé sans suite ? Qu'attend l'État pour mettre en place un vrai suivi et pénaliser les acteurs de la justice, magistrats, police, avocats, etc.
Pensez-vous qu'une mère qui vient d'accoucher va réussir à se reposer si son conjoint ou sa conjointe n'est pas auprès d'elle ? Pourquoi les deux parents ne sont pas égaux devant la justice ? Est-ce vraiment démocratique d'accorder seulement 4 semaines quand 9 sont demandées ? Ne serait-il pas plus logique d'accorder la même durée aux deux parents ? Pourquoi les élus locaux ne prennent pas parti aux sujets polémiques tels que la PMA pour toutes ? Pourquoi les hommes veulent interdire aux femmes de faire leur propre choix ? Pourquoi des hommes perdent du temps à rédiger une tribune sur un sujet qui ne les regarde pas ? Pourquoi y a-t-il toujours des personnes qui pensent que leurs décisions sont de véritables solutions ? Qui décide dans la société de faire passer l'argent avant les êtres humains ? Que vous soyez une femme, un homme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via cet épisode, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 2e épisode de Podcast Tout Sexiste. Je vous donne rendez-vous le 15 avril pour le 3e épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à Podcast Tout Sexiste.